des hommes politiques, pour des raisons partisanes, pour des raisons personnelles, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons qui servent les intérêts du peuple, décident de changer des constitutions, mais décident en tout cas de mettre en place un certain nombre de subterfuges pour conserver le pouvoir. Mais ça a des répercussions délétères. Et aujourd'hui, la jeunesse ne peut plus accepter. Que ce soit au Togo, que ce soit ou ailleurs, ces situations ne peuvent plus perdurer. Même si aujourd'hui on n'a pas encore trouvé la solution, je vous assure que les gens réfléchissent, les gens travaillent à ce que ça change. Et si les gens sont suffisamment intelligents et s'ils veulent anticiper, ils ont intérêt à ouvrir l'espace plutôt que de continuer à fermer l'espace comme on est en train de le constater notamment dans mon pays, le Togo. Oui, au-delà de ça, mais ce n'est pas la même situation au Mali, au Burkina Faso récemment. Les choses n'ont pas évolué de la même façon, professeur David Ossei. Mais les soubassements ne sont pas tellement différents. Prenons le cas du Mali. Le cas du Mali, effectivement, le président Ibeka n'avait pas fini son second mandat. Mais c'était un pays où tout le monde vous le dit, la corruption avait atteint un niveau incroyable. On a vu un peu ce que son fils faisait des finances du pays, etc., etc. Les images vont circuler sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, avant le putsch militaire, on a vu toutes les manifestations qu'il y a eu organisées par les organisations de la société civile, l'imam Diko qui est même intervenu. Moi, c'est une personnalité que je respecte parce que c'est une personnalité religieuse qui a pris fait et cause pour la population et surtout, il s'est mis au-dessus de la mêlée. On n'a jamais vu l'imam Diko dire je choisis tel et je laisse tomber tel, etc. Donc c'était une figure de consensus, une figure religieuse mais qui a su fédérer les énergies pour obtenir le changement. Donc c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Alors voilà, donc quelque part il y a eu un mécontentement populaire qui s'est manifesté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans les rues. Dans certains pays, je pense que, dans certains pays démocratiques, je veux dire, je pense que de telles manifestations auraient généré certainement des changements substantiels à la tête de l'État, soit le chef de l'État qui démissionne, soit des élections anticipées, soit on change le gouvernement. Mais dans nos pays, on a l'impression que, excusez-moi du terme, vous pissez dans du le même peuple. Oui, mais le peuple a les yeux ouverts aujourd'hui et le peuple constate des choses et n'est pas tenu d'attendre la fin de votre mandat pour vous le dire. Le peuple vous le dit et appelle à ce qu'il y ait de vrais changements. Et donc, je l'ai dit, on aurait pu s'attendre à de vrais changements, mais ce n'est pas intervenu. Et encore une fois, l'armée donne le sentiment que, finalement, je réponds à l'appel du peuple et je fais un coup d'État. Voilà. Et si vous prenez le cas du Burkina Faso à côté. Du Burkina Faso. C'est vrai, c'est aussi un régime qui a été élu, donc une alternance par les urnes, une alternance démocratique, etc., etc. Je suis rentré de Ouaga le jour du coup d'État. J'étais à Ouaga, je suis rentré le 23 et... Le 24 janvier, le coup d'État est intervenu. Dans la nuit du 23 au 24, il y a eu le coup d'État. Moi, je suis rentré le dimanche 23 et j'ai discuté justement avec les collègues burkinabés. J'étais allé dans le cadre de la chirurgie, d'un enseignement de chirurgie. Et les collègues burkinabés, tous, en fait, ce qu'ils relevaient, c'était justement ces faits de corruption. Vous imaginez le drame d'Inata, où des militaires burkinabés ont été massacrés. Mais les gens trouvaient inadmissible, et je suis totalement d'accord avec eux, que dans un pays qui cherche à lutter contre le djihadisme, le terrorisme, vous envoyez des gens au front, et pendant des semaines, ces personnes ne sont pas ravitaillées. Ces personnes sont obligées d'aller chasser pour se nourrir avant d'aller combattre les djihadistes. Ça n'a pas manqué. Le ventre de munitions, absolument. Pas d'eau. Et on comprend que finalement, c'est juste des dessous de table, des problèmes de corruption qui expliquent cette situation. Donc voilà autant de situations où les régimes, en tout cas, ont prêté le flanc. Donc si on voit bien, c'est prévisible, hein, c'est différent côté. Mais l'arrivée au pouvoir de ces militaires, c'est inquiétant certain, parce que si vous prenez le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée aujourd'hui, on se demande pourquoi ces retours de ces hommes habillés la tête, parce que c'est aussi inquiétant. Pour certains, les civils devaient quand même prendre le pouvoir. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que l'armée n'a pas vocation à gérer le pouvoir d'État. Quand on parle du militaire, on s'attend d'abord à ce qu'il soit là pour défendre le territoire contre l'envahisseur. L'armée, je le répète,
n'a pas pour vocation de gérer le pouvoir d'État. Oui. Et à chaque fois, bon, on n'a même pas besoin de se cantonner à l'histoire récente. Il suffit de voir un peu l'histoire de l'Afrique depuis les indépendances. Les régimes au Togo, les régimes militaires, je veux dire, au Togo, au Zaïre, en RDC aujourd'hui. Oui. Mais vous les alignez, c'est beaucoup de militaires et beaucoup de désolation, beaucoup de violations des droits humains, et ça n'a pas permis à l'Afrique d'avancer. Les exceptions, il y en a. Oui. Le cas de John Jerry Rawlings, bien sûr. Le cas de Thomas Sankara, bien sûr. Et donc, tout cela fait que, aujourd'hui, il est difficile de dire, j'applaudis des deux mains les putschs qui sont intervenus dans ces différents pays. Parce que l'histoire, justement, nous enseigne que les militaires, malheureusement, qui ont la force des armes, ils n'ont pas toujours cette faculté de gérer le pouvoir d'État de façon démocratique. Et donc, il faut faire attention. Mais pour autant, on est conscient que l'arrivée des militaires dans ces pays, les putschs récents, ces putschs ont permis de solutionner, en tout cas à court terme, des situations extrêmement difficiles. Alors, est-ce qu'il faut appeler à ce que les putschs interviennent dans tous les pays où il y a des situations difficiles? Non, je pense qu'il faut réfléchir à d'autres stratégies et surtout demander à ce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des États prennent conscience que le monde a changé. Il faut changer avec. Il faut changer avec le monde. Avec le Burkina Faso et le lieutenant-colonel Damiba qui est investi, il est là pour 36 mois, disons 3 ans. Hier, il vient de nommer un premier ministre un civil, Albert Ouedraogo, économiste. 36 mois pour la transition. Pour certains, c'est trop. Je ne sais pas. Écoutez, je pense que les Burkinabés connaissent mieux leur pays que nous. Et s'ils ont choisi 3 années de transition, je pense qu'il faut l'accepter, le respecter. Je ne sais pas ce que la CEDEAO va décider. Mais surtout, ce qui m'a paru quand même assez bien, c'est que, en tout cas, dans les déclarations, il est dit que ceux qui ont conduit cette transition, notamment le président, celui qui va diriger ceux qui ressemblent au Parlement, je ne sais plus quelle est l'appellation. De la transition, voilà. Assemblée législative de la transition. Voilà, et ce sont des personnes qui ne pourront pas se présenter parce que on sait comment ça se passe en Afrique, malheureusement. Je n'organise pas une élection pour la perdre. Mais au-delà de tout ça, la part belle revient quand même au président qui va choisir la plus grande partie de cette assemblée là. Mais une réaction sur la gestion de toute cette crise-là par la CEDEAO, du Tchad en passant par le Mali, la Guinée et récemment le Burkina Faso. La CEDEAO est nulle. La CEDEAO a été nulle au Togo en 2005. Elle a été nulle au Togo en 2018, en 2017, en 2019. La CEDEAO a été nulle pour réagir après les coups d'État au Mali. Et donc, sincèrement, pour le moment, c'est une institution qui ne brille pas par sa clairvoyance, son intelligence. On a le sentiment que c'est des gens qui sont sclérosés, qui sont à la tête de l'institution et qui réfléchissent à chaque fois à travers un prisme personnel. Si je prends telle décision, est-ce que ça n'aura pas un impact négatif sur mon propre pouvoir dans mon pays? Et c'est déplorable. Cette CEDEAO des peuples, elle n'existe que de nom. Et donc, s'il fallait donner un carton à la CEDEAO, ce serait un carton triplement rouge, bon absolument. Un carton rouge, absolument. La société civile togolaise a suivi de très près toutes ces actualités sur le continent. C'est vrai qu'au Burkina Faso, vous avez des amis, même en Guinée, partout. Au Mali, vous avez des amis de la société civile qui ont suivi cette actualité. Quelles leçons vous avez appris au Togo à travers les échanges que vous avez eus avec vos confrères qui sont dans ces différents pays, qui ont participé du moins, qui ont suivi du moins ces changements? Qu'est-ce que vous avez appris qui peut vous aider dans notre stratégie de lutte? Non, peut-être dans votre manière de faire sur le terrain. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de l'imam Dicko. C'est vrai que ce n'est pas un responsable d'association, mais c'est quand même une personnalité publique et c'est une personnalité de la société civile. Et je crois que ce sont des figures
qui doivent en inspirer d'autres, notamment au Togo. Oui. Et je répète ce que j'ai dit tantôt, une personnalité religieuse qui a su fédérer les énergies autour d'un objectif, celui de rendre sa dignité au peuple malien. Et donc, il n'a pas eu cette attitude dévastatrice, de fracture au sein de la société civile. Ça a été une figure qui a su fédérer les énergies. Et donc ça, à mon avis, c'est un élément important peut-être pour d'autres figures, notamment de son rang, qui pourraient également émerger au Togo ou ailleurs. Savoir fédérer les énergies plutôt que de constituer un élément de scission justement entre les énergies. Ensuite, les organisations de la société civile. Aujourd'hui, pour avoir quand même depuis quelques années participé à un certain nombre de rencontres, d'associations, de discussions et d'échanges, je pense qu'il y a certainement des valeurs qui manquent ou qui sont encore insuffisantes et qui ont besoin d'être renforcées. Je parlerai, je resterai malheureusement dans le vague, je ne pourrai pas vous donner des exemples. Je parlerai de sincérité, je parlerai de détermination, de mettre plus en avant les intérêts du peuple plutôt que certains intérêts. C'est ce qui vous manque depuis ce temps. Ce sont des éléments. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Ce sont des éléments. Puisque vous m'avez posé la question. Parce que je me demande si vous avez encore la voix. Cette société civile togolaise là, est-ce que vous avez, je dis, la voix de dire quelque chose, de changer quelque chose. Moi, je reste convaincu que oui. Sinon, j'aurais raccroché les gants. Apparemment, vous êtes à terre comme les partis politiques. On peut le penser. Je crois que c'est naturel, on peut le penser, je l'ai dit tantôt. C'est vrai qu'on est silencieux depuis plusieurs mois et on peut se demander ce qui se passe. Mais moi, c'est là ce que certains considèrent comme un coma profond. Hein. Oui, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je me souviens, si vous le permettez, de revenir en 2012. Je me souviens de l'année 2012 où, quand le Saint-Faute est sorti, un journaliste que je connais bien, que vous connaissez aussi, qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu, m'a dit, mais nous, on pensait que le Saint-Faute était à terre, comme vous êtes en train de le dire pour la société civile togolaise, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on ne vous entendait plus, et on pensait même que vous étiez passé de l'autre côté. Et donc en 2012, tout le monde se souvient, j'espère en tout cas, de ce que le Saint-Faute a fait, ces discussions ardues avec le pouvoir et ce que le Saint-Faute a obtenu. Non, c'est pour dire que je crois que dans la vie, il y a des phases. On ne peut pas tout le temps être dans l'action. Quand je dis l'action, c'est l'action de terrain, etc. Il y a des moments où il faut réfléchir, sinon vous n'avancez plus. Ou alors quand vous avancez jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'être face à un mur, si vous ne prenez pas le temps de la réflexion, est-ce que je vais utiliser une échelle, est-ce que c'est une corde, est-ce que je vais casser le mur pour pouvoir avancer, vous allez vous cogner la tête contre le mur tout le temps. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, sincèrement, si quelqu'un estime que la société civile est à terre, c'est son droit le plus absolu. Je n'ai pas pour vocation de lui prouver le contraire, mais moi, je reste convaincu qu'il y a un travail qui est en train de se faire, même en phase de silence. Et j'espère en tout cas dans les prochains mois, cette société civile qui fait face à d'énormes difficultés, je l'ai dit tantôt, l'espace civique est fermé au Togo. Ce n'est pas moi qui le dis. Prenez toutes les grandes organisations démocratiques comme Civicus, comme c'est en anglais, c'est WJP. Enfin, c'est également une organisation qui a dit qu'au Togo, en tout cas, c'est un régime qui s'évertue à fermer l'espace civique. Mais en dépit de cela, la société civile, en tout cas celle dont je fais partie, continuera de travailler et apportera certainement sa pierre à l'édification d'un pays plus démocratique et d'un véritable état de droit. Moi, je sais que il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler et obtenir de vraies avancées. Mais on a encore besoin de quelques mois avant que cela ne puisse ce qui est grave, c'est que même entre vous, ce n'est pas aussi rose, parce que vous, entre vous-même, ce n'est pas le même langage. On se dit, mais si vous aussi, vous prenez la même voie que les partis politiques, vous attaquez entre vous, jusqu'à quand vous aurez cette même voie-là, pour au moins travailler ensemble, parce que entre vous aussi, ce n'est pas la lune de miel. Quelle que soit
comment dire, le corps, je vais appeler ça le corps que vous prendrez, qu'il soit un corps politique, qu'il soit un corps de la société civile. Quel que soit ce corps, ce sera difficile que tout le monde regarde dans le même sens et que tout le monde ait le même langage. Pour certains, vous êtes trop politisé aussi. Oui, mais ce qu'il faut éviter aussi, justement, c'est de reprendre les thèmes du pouvoir. Parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit souvent? Cette société civile, elle est politisée, comme vous venez de le dire. Elle est trop politique. Mais qu'est-ce qu'on entend par une société civile politique? Vous êtes le prolongement de ces partis politiques-là. Justement. Vous-même, on vous a indexé. Absolument. Absolument. Vous êtes un homme de l'ANC dans l'ombre. Et moi, j'ai toujours posé une question. À chaque fois que cela m'a été avancé, j'ai dit, je suis d'accord que vous puissiez avoir votre opinion, mais dans ce cas, soyons factuels. Quels sont les éléments que vous mettez sur la table qui démontrent ce que vous venez de dire? Et je vous apporterai des réponses. Et je vous assure que jusqu'ici, sauf si vous en avez vous la possibilité, jusqu'ici, personne n'a jamais été en mesure de me dire, professeur Dosset, pour telle et telle raison, j'estime que vous êtes l'appendice d'un parti politique. Alors je vous pose la question ici, directement, devant le public qui nous écoute. Quels sont les éléments factuels que vous avez et qui pourraient vous amener à penser cela? Si vous posez ces éléments sur la table, je vous donnerai mes éléments de réponse. On va revenir et je vais vous poser la question justement, le temps de marquer la pause pour servir nos annonceurs et on revient dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, professeur Ekwe David Dosset, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, qui est avec nous ce matin. Professeur, on le dit tantôt que la situation que les Togolais ne comprennent pas, c'est le double silence, tant au niveau des partis politiques qu'au niveau de la société civile togolaise. Et il se pose la question de tout ce qu'on disait sur vous avant, que vous n'êtes que l'appendice, le prolongement de ces partis politiques-là aujourd'hui, qui n'ont plus de voix. Et vous aussi, vous n'avez plus cette voix-là. Est-ce que vous le comprenez? Je comprends tout à fait que l'on puisse l'imaginer ainsi, mais je pense qu'il faut quand même, d'une certaine manière, analyser les événements depuis la dernière crise sociopolitique dans notre pays. 2017, l'avènement de la crise, les partis politiques qui s'organisent, qui sont au devant de la lutte, et la société civile qui se dit que pour éviter justement qu'il n'y ait cette querelle qui soit totalement partisane entre des partis politiques d'opposition et un pouvoir politique, il faut une autre force, représentée donc par la société civile, qui par essence n'est pas une force partisane et qui est là pour être le porte-voix des aspirations du peuple. Et donc cela nous a amené justement à mettre sur pied le Front Citoyen Togo Debout, qui est une plateforme d'organisation de la société civile. Nous revendiquons notre caractère militant et cela nous autorise à être dans la rue et à parler de problèmes politiques. Et donc, ça me permet de répondre à une question. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons le devoir de nous impliquer dans toutes les questions, même si ce sont des questions d'ordre politique. Nous pouvons parler des élections, nous pouvons parler de l'alternance sans pour autant être catalogués de partis politiques. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a eu une convergence de lutte parce que nous appelions ouvertement à l'alternance au Togo. Les partis politiques d'opposition, en tout cas certains partis politiques d'opposition, surtout ceux qui étaient au sein de la C14, avaient le même discours. Donc il y avait cette convergence de lutte. 2017, 2018, la facilitation de la CEDEAO, et nous savons que cela n'a pas permis d'obtenir l'aboutissement. À partir de là, je crois qu'il est important que chacun fasse le point, fasse le bilan et voit quelle orientation nouvelle donner à la lutte. Les partis politiques, pour d'autres raisons, certainement aujourd'hui, sont dans le silence, mais pour ce qui est de la société civile militante, je vous assure que le silence ne signifie pas l'inaction. Déjà en 2021, lorsque nous sommes allés à Cotonou pour le sommet de Cotonou,
beaucoup étaient surpris parce que beaucoup, justement, étaient habitués à ne plus entendre qui que ce soit s'exprimer au sein de la société civile. Le Front citoyen Togo Debout, on n'en parlait plus. Et puis brusquement, on nous retrouve à Cotonou comme fer de lance de ce sommet qui n'était pas organisé au Togo, qui était organisé dans un pays étranger. Mais tout le monde a vu que finalement, c'était le Front citoyen Togo Debout qui était le fer de lance de cette action. Et donc, depuis un certain temps, nous prenons une stratégie panafricaine. Et Cotonou, pour nous, n'a constitué que la première étape. Là, je suis en train de dévoiler, en fait, un pan. Votre agenda? Absolument. Un pan important de notre stratégie Cotonou, prochaine. On aura d'autres activités. Si quelqu'un estime que Cotonou, c'était une fin en soi, je vous le dis ici clairement, la personne se trompe. Pour nous, Cotonou, c'était juste comme si on venait d'ouvrir la porte, et c'est maintenant que nous mettons les pieds dans la maison. Je vous le dis clairement. Alors, il est vraiment nécessaire. J'avais donné l'exemple de la personne qui arrive devant le mur et qui doit réfléchir à comment je fais pour passer. Et nous sommes vraiment dans cette situation. Nous ne voulons pas passer notre temps à nous cogner la tête contre le mur. Nous sommes en train de réfléchir et une des stratégies phares, ça va être cette action panafricaine où nous allons cette fois-ci, vous savez, autant les chefs d'État sont très solidaires au sein de l'institution régionale. Je l'ai dit, la CEDEAO pour nous c'est 3 fois un carton rouge parce que la CEDEAO n'a pas été la CEDEAO des peuples, elle a été cette CEDEAO des chefs d'État. Donc cette solidarité des chefs d'État a permis à beaucoup de se maintenir au pouvoir. Par analogie, il est important que la société civile africaine également fasse montre de plus de solidarité. Et je suis convaincu que cela peut permettre de faire avancer la lutte dans les différents pays de façon significative, et ça reste une stratégie que nous sommes en train de développer. Avant d'évoquer l'actualité en Ukraine, on va évoquer la situation des détenus politiques, parce que le Front citoyen Togo Debout fait partie du comité de libération des détenus politiques. Aujourd'hui, quelle est la situation? Oui, alors vous permettez quand même que je finisse mon argumentaire de tout à l'heure, parce qu'il y avait un élément sur lequel vous aviez plus ou moins insisté. Je reviens dessus, parce qu'il y a eu effectivement un moment où un ministre de la République avait sorti un gros mensonge en disant que j'étais membre fondateur d'un parti politique. Et ici, publiquement, je le mets au défi, puisqu'il a accès à tous les documents fondateurs des partis politiques. Je le mets au défi de pouvoir sortir une feuille de papier sur laquelle est inscrit mon nom, comme quoi je suis membre. C'était un gros mensonge et c'est, je pense, assez déplorable de la part d'un ministre que je respecte au-delà de tout. Bon, alors, donc pour en revenir à la question des détenus politiques, c'est une question sur laquelle nous avons pu remettre, je crois, de la lumière depuis l'arrestation de Madame Adjamagbo et de Monsieur Gérard Diossou. Vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu ces arrestations arbitraires, c'est Monsieur Claude Ameganvi qui avait fait la proposition que, au-delà des communiqués, au-delà des conférences de presse qui étaient conjointes, qu'on puisse mettre sur pied une structure qui réfléchisse à la libération de tous les détenus politiques, pas seulement de Madame Adjamagbo. Mais là, si on l'a appris, que ce comité-là a été façonné par la DMK et on vous a seulement appelé pour prendre le devant. Alors, c'est une émanation politique purement. Oui. Que vous êtes seulement appelé à venir nous présenter ça, alors que derrière, c'est la dynamique Monseigneur Poudro qui a tout façonné. Alors, permettez que je revienne justement à la genèse de ce comité. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a eu l'arrestation de Madame Adjamagbo et de Monsieur Gérard Diossou, effectivement, beaucoup se sont soulevés, se sont insurgés contre cette énième arrestation, ces arrestations arbitraires. À l'époque, le Front citoyen Togo Debout aussi a réagi à travers un communiqué, et donc la question était de fédérer un peu toutes ces énergies pour, lors d'une conférence de presse, sortir le même message. Et je le répète ici, c'est Monsieur Claude Ameganvi qui a souhaité que, au-delà d'une simple conférence de presse conjointe, que l'on puisse mettre sur pied une structure qui œuvre pour la libération de l'ensemble des détenus politiques. Vous pouvez poser la question à Monsieur Claude Ameganvi, c'est lui qui en est
l'initiateur. Ok. Si dans les faits, il y a eu plus de membres de la DMK au sein de ce comité élargi, cela peut se comprendre, puisque les arrestations concernaient Madame Adjamagbo, qui est de la DMK, de la Gérard DMK, Diosso, qui est de la DMK, mais l'initiative de la DMK consistait à organiser une conférence de presse pour justement condamner les arrestations des membres de la DMK. Et je le répète encore une troisième fois, devant l'histoire, c'est Monsieur Claude Améganvi qui a eu cette géniale idée de mettre sur pied cette structure pour justement œuvrer à la libération de tous les détenus politiques. Lorsque mon nom a été proposé, je n'étais même pas là. On m'a dit ensuite qu'il fallait, pour certaines raisons de consensus, etc., que j'accepte cette mission. J'ai finalement accepté être à la tête du comité, mais je n'ai pas demandé à être, je l'ai dit encore, je le répète, je n'étais même pas là lorsque mon nom a été proposé. Effectivement, ça c'est une vérité. Et donc j'ai accepté, et là j'ai posé un certain nombre de conditions. Nous sommes là exclusivement pour travailler pour la libération des détenus politiques. On n'est pas là au service d'une entité politique quelle qu'elle soit. Et j'ai souhaité également que nous puissions travailler sur un document qui soit un document de référence, un document qui soit établi suivant une méthodologie qui soit vraiment de qualité, je dirais même scientifique. Et c'est ça qui nous a conduit à travailler sur le mémorandum. Et je remercierai toutes les personnes qui se sont investies pour sortir ce mémorandum qui, même quand vous le voyez encore aujourd'hui, pour moi c'est un document de référence, c'est un document de qualité. Il est très long certes, mais quand vous prenez le temps de le lire, vous voyez qu'il y a une vraie analyse de la situation de la justice, de la situation de l'État qui ont conduit donc à cette situation où des personnes peuvent se retrouver embastillées de façon arbitraire, tout simplement en raison de leurs opinions politiques ou idéologiques. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà après la libération de Paul Michel Béton récemment, Jean-Paul Oumoulou est actuellement là. Il y a aussi d'autres qui croupissent encore dans les geôles. Tout à fait. C'est une situation extrêmement difficile. Et ici, je ne peux même pas vous faire l'étalage de toutes les démarches en termes de plaidoyer au niveau des institutions de la République. Je citerai par exemple la CNDH, avec laquelle nous avons des contacts, je ne dirais pas réguliers, mais quand même des contacts qui nous permettent de voir les différents cas, de réfléchir à ce qu'on peut faire. Parfois c'est au cas par cas. La question des détenus malades. Vous embastillez des gens pour des raisons politiques, mais au moins soignez-les quand ces personnes tombent malades. Vous savez, nous on a essayé de faire le point de août 2021 à décembre 2021. Je crois que le comité, grâce au soutien de la diaspora, notamment d'une association qui s'appelle Pyramide, mais nous avons déboursé plus de 3 millions de francs CFA, rien que pour soigner les gens. Vous prenez le cas de Yakoubou, maintenu en détention, malade. Je pense que je peux le dire aujourd'hui. Tout le monde sait que ce monsieur a souffert de cancer. Il n'a jamais eu un traitement spécifique. Un jour, il faudra que le Togo réponde de tous ces faits. Quelqu'un qui souffre de cancer, que vous gardez en détention, mais au moins soignez-le de sa maladie. Vous ne le soignez pas, et finalement, il a fallu qu'on passe par plusieurs personnalités, par les chancelleries, par la CNDH, pour obtenir sa libération à un stade quasi terminal de sa maladie. Et il sort, c'est pour mourir 40 jours après. Ce sont des situations inadmissibles. Un mois après. La crise russo-ukrainienne, très loin, plus proche aussi de nous, on va évoquer la résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU. 141 membres sur les 193 ont exigé le retrait de la Russie de l'Ukraine. 5 pays ont voté contre cette résolution, dont l'Érythrée. Et les pays comme le Maroc, le Cameroun, la Guinée, le Togo, notre pays, le Burkina Faso, n'ont pas participé au vote. Oui, la crise ukrainienne, je crois que c'est une crise quand même éminemment complexe. Et c'est une situation où il est difficile de dire que ceux-là sont totalement blancs, ils ont totalement raison, et ceux-là sont totalement noirs, ils ont totalement tort. Personnellement, ça me rappelle un peu
les années froides, les années de guerre froide où il y avait deux gros blocs. Et aujourd'hui, on a le sentiment que le bloc de l'Est cherche à se reconstituer à travers Poutine. Je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est tellement complexe. Et s'il faut aller... L'Afrique dans tout ça, professeur David Dossé, est-ce que ça nous concerne? Oui, d'une manière ou d'une autre, ça aura des répercussions. Déjà, le prix du baril qui est en train de grimper, donc ça aura certainement des répercussions. Mais est-ce qu'il faut dire que je m'aligne du côté du bloc occidental, en sachant que les Occidentaux ne sont pas des enfants de cœur? Est-ce qu'il faut dire que non, je m'aligne du côté du bloc de l'Est, en sachant que Poutine, c'est un dictateur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Au fil de votre réflexion, on va prendre Monsieur Pelé qui est en ligne. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, professeur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pelé, comment allez-vous? Ok, très bien, très bien. Bon, aujourd'hui, regardez un peu dans la sous-région. On sait que tout évolue. Mais au Togo, on nous parle des réformes, toutes les réformes sont bien. Ben, il n'y a pas, c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Aujourd'hui, je vais vous demander, monsieur le professeur, où sont nos élites, les intellectuels togolais? Est-ce que nous avons des intellectuels togolais, des intellectuels, comme ce qui se passe au Bénin, au Sénégal, partout? Est-ce que les intellectuels togolais vont nous laisser? Ils sont de quel côté? Ils sont du côté de l'opposition, ou bien ils sont du côté du pouvoir? Parce que actuellement, là où vous êtes, moi je vous ai posé plusieurs fois des questions concernant vos structures que vous formez à chaque temps et que vous les cassez pour aller à une autre structure. Qu'est-ce qui donne ça? C'est-à-dire, le Togolais ne vous sent pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous pouvez nous poser? Répondez-nous clairement à cette question. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut comprendre un intervenant? Ok, c'est tout. Oui, la sempiternelle question des intellectuels, c'est-à-dire ces personnes qui sont supposées être expertes dans des domaines, la lumière, qui peuvent prendre la parole justement pour apporter un éclairage, apporter une opinion, afin que la grande masse puisse réfléchir et peut-être s'orienter vers une action, en tout cas alimenter sa réflexion, et même les prises de position des intellectuels dans certains pays peuvent aider les dirigeants de ces pays à prendre des décisions. Voilà, alors maintenant, je pense que c'est une question qui revient sans cesse. Est-ce que moi j'ai la réponse? Moi je donne juste un exemple. Moi je me souviens, il y a encore 2 ans je crois, nous avions voulu sortir une pétition. Pétition, je vous assure, sans aucun impact, quelque chose de très édulcoré, écrit en des termes très policés. Nous n'avons pas pu obtenir une dizaine de signatures à l'université. Pourtant, l'université, on nous dit que c'est le temple du savoir, et c'est là où les esprits sont le plus libres. Un professeur doit pouvoir professer, c'est-à-dire dire publiquement ce qu'il pense. Et quand je me suis rendu compte que nous n'avions pas pu obtenir 10 signatures sous un document d'un tiers de page, ça ne faisait même pas une demi-page, un document vraiment édulcoré, qui n'attaquait personne, qui relevait simplement quelques faits et un constat, j'ai compris effectivement qu'il y avait une vraie crise de l'intellectualisme au Togo. Et donc, Monsieur Perret, je n'ai pas de réponse. Exact. Je fais les mêmes constats. Les élites togolaises sont quelque part, mais je ne sais pas où. Et je ne sais pas comment faire pour les... On va finir avec la crise russo-ukrainienne, et puis on va... Vous dites que bon, ça aura la répercussion sur le continent africain, normalement. Professeur David Dossé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour boucler? Le Fostéon de Gaulle debout va relever la tête bientôt. Nous sommes en début d'année et je crois qu'il était important pour nous de faire le bilan de l'année 2021 qui venait de s'écouler et de voir quelles sont les stratégies à déployer, dans quel ordre de priorité, avec qui au Togo, avec qui
au plan international. Et j'espère en tout cas que les prochaines semaines ou peut-être les prochains mois, en tout cas avant le milieu de l'année 2022, nous reviendrons avec de nouvelles propositions à l'endroit de la nation togolaise, parce que nous, notre objectif, il demeure le même, c'est obtenir un vrai état de droit au Togo et mettre en place une vraie démocratie au Togo. Nous y tenons absolument. Merci beaucoup à vous, professeur Koué David Dossé, le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, a été médecin sur la mise en onde. Claudia Adjino, c'est lui, la réalisatrice de cette émission. On vous souhaite déjà un bon début.